Attention, iceberg en vue pour le marché des voitures électriques. Sur notre Titanic moderne, les alarmes retentissent. Vente en chute libre, accumulation de stock, report de nouveaux modèles et équipes licenciées. Les consommateurs semblent bouder les véhicules électriques. Est-ce le début du naufrage pour cette technologie promise à révolutionner notre monde ou juste un léger contretemps sur le chemin d'une transition écologique inéluctable? Pour certains, la voiture électrique est une révélation quasi divine, la promesse d'un salut écologique, économique et social. Pour d'autres, elle n'est qu'une illusion coûteuse, une arnaque fumeuse destinée à échouer spectaculairement. Bonjour, ici Alex Wagner, votre ingénieur automobile, là pour vous aider à naviguer ces eaux troubles. Dans ce nouvel épisode des BMistes, on va dénouer les caricatures, prendre de la hauteur et gagner en clarté à propos d'un sujet qui nous concerne tous. Alors préparez votre meilleur café et installez-vous confortablement parce qu'on va plonger au cœur d'un débat qui pourrait redéfinir notre avenir. C'est parti, tous à bord et en avant tout. D'abord un grand merci à mon partenaire Car Vertical. Quand j'ai acheté ma fameuse M3 de 365 000 km, son compteur avait été changé suite à une panne et n'affichait que 128 000. Mon spécialiste BMW a rapidement corrigé ça, rétablissant le vrai kilométrage. Mais imaginez si quelqu'un de malhonnête s'en mêlait. C'est pourquoi quand j'inspecte une auto pour un client, j'y mets 200 points de contrôle pour traquer la moindre anomalie. Car acheter une voiture est un investissement majeur où l'erreur n'est pas permise. Dans mon enquête, j'utilise Car Vertical pour éclairer le passé des voitures grâce à leur vaste base de données mondiale. D'ailleurs, c'est moi qui les ai contactés pour ce partenariat. En entrant le numéro de châssis, Car Vertical génère en quelques secondes un rapport complet. Ce rapport peut révéler des secrets troublants, dommages avec photos, déclaration de vol, importation ou manipulation kilométrique. Chaque inspection engage ma réputation d'ingénieur et Car Vertical m'assiste dans ce travail. Pour vérifier vous-même une voiture, cliquez sur le lien dans la description. Et en ce moment, avec le code LB, les BMistes ont droit à moins 20%. De rien. Écoutez, on peut contester la chronologie et débattre les détails, mais la problématique fondamentale doit nous mettre tous d'accord. Qu'on le veuille ou non, on ne pourra pas persister indéfiniment dans un transport individuel de masse qui repose sur la combustion d'un jus préhistorique dont les stocks mettent 100 millions d'années à se renouveler. On est d'accord là-dessus? On explore des alternatives comme les piles à combustible, les voitures à hydrogène, les carburants de synthèse, mais aujourd'hui les projecteurs sont braqués sur l'électrique, et pour de bonnes raisons. Avez-vous déjà vu ces vidéos où une modeste berline Tesla laisse sur place une Ferrari ou une Lamborghini? C'est presque de la magie. Le moteur électrique lui-même tient de la sorcellerie. Ultra dense en puissance, il met à l'amende n'importe quel moteur thermique de taille et de poids similaires. Sa puissance est instantanée, dès l'arrêt, sans boîte de vitesse ni embrayage. Résultat, de simples berlines familiales qui peuvent larguer une Lamborghini tout en étant utilisables par mémé pour aller chercher son pain. Et tout ça dans un silence à faire pâlir une Rolls-Royce. Attendez, j'ai pas fini. Les voitures électriques demandent peu d'entretien. Oubliez les vidanges, les filtres, le liquide de refroidissement, la distribution, l'embrayage. Dans un VE, on a bien moins de pièces mobiles et des freins qui s'usent à peine grâce au freinage régénératif. De la sorcellerie, je vous dis. Et pour ceux qui peuvent recharger à domicile ou au bureau, fini le détour par la station-service, fini les retards parce qu'on a oublié de faire le plein. En prime, selon la voiture et le carburant, recharger chez vous coûte 3 à 4 fois moins cher que de remplir un réservoir. C'est une grosse cerise sur le gâteau, ça. Par ailleurs, il y a aussi des considérations de santé publique et d'environnement. 40 000. 40 000, c'est le nombre de personnes qui succombent chaque année en France aux maladies respiratoires liées aux polluants des voitures à combustion. Pour vous donner une idée, c'est comme si la moitié du Stade de France disparaissait. Chaque année, rien qu'en France. Attention, je ne parle pas ici du CO2, dont je vais parler dans un instant, et qui n'est pas toxique à respirer. Non, je parle des vrais méchants. Le monoxyde de carbone, les oxydes d'azote, le benzène et ces particules fines qui noircissent nos poumons comme elles noircissent nos façades d'immeubles urbains. Sans pot d'échappement, la voiture électrique nous offre un bol d'air frais dans nos villes saturées. Leur seule pollution locale, ce sont les particules fines dues à l'usure des pneus et aussi celles dues à l'utilisation des freins, les quelques fois où on doit vraiment utiliser les freins traditionnels en plus du freinage régénératif. Souvenez-vous le confinement, cette étrange sensation de respirer en ville comme si on était dans les Alpes. C'est tentant de retrouver ça au quotidien, non? Mais il y a aussi le changement climatique et c'est là où entre en jeu le CO2 en tant que gaz à effet de serre. Alors certes, la voiture électrique n'émet pas de CO2 quand elle roule, mais elle en émet lors de sa fabrication pour générer l'électricité qui l'alimente et lors de son recyclage.
Et c'est lors de sa fabrication que le VE pêche, en étant plus émetteur en CO2 qu'une voiture thermique, notamment à cause de ses batteries gourmandes en énergie, mais aussi en métaux rares comme le cobalt, le manganèse, le nickel et surtout le lithium. La bonne nouvelle, c'est qu'en France, l'énergie est majoritairement décarbonée grâce au nucléaire, ce qui réduit l'empreinte carbone de nos VE quand ils roulent. Notre taux de recyclage des batteries au lithium dépasse déjà les 65%, avec comme perspective à venir de réutiliser ces batteries chez soi comme stockage domestique d'énergie solaire. Tout compte fait, les émissions de CO2 du VE passent en dessous de celles de sa cousine thermique après environ 25 000 à 50 000 km selon la voiture et l'usage qui en est fait. Pour un chiffrage plus précis, j'ai mis dans la description un lien vers une vidéo que je recommande qui détaille l'impact écologique réel des voitures électriques. En somme, la voiture électrique est une option enthousiasmante pour ceux qui A. font principalement des trajets quotidiens courts et B. ont la possibilité de recharger à domicile ou au travail. Pour les vacances et autres déplacements exceptionnels, il y a 3 options. Premièrement, vous acceptez de faire une pause de 30 minutes pour recharger toutes les quelques heures de roulage. 2. Vous gardez une voiture thermique pour vos rares déplacements de longue distance. Ou 3, tout comme on loue une fourgonnette pour ses déménagements, vous louez une voiture pour vos quelques escapades. Mais voilà, tout le monde n'a pas des trajets courts au quotidien et tout le monde n'a pas la possibilité de recharger chez eux ou au travail. Loin de là. Selon une étude de la start-up Monta, spécialisée dans les bornes de recharge, près de la moitié des possesseurs de véhicules électriques pourraient regretter leur achat. Et là, les sceptiques des VE évoquent souvent les mêmes points. Autonomie insuffisante. Mais est-ce que c'est vraiment un souci au quotidien ? Je veux dire, vous prenez parfois l'avion, et pour autant vous ne cherchez pas à acheter un avion. Infrastructure de recharge insuffisante. Oui, c'est vrai, c'est pas encore aussi simple que le réseau des stations-service. Temps de charge. Pensez à combiner la recharge avec une pause déjeuner ou un moment de détente, et ça passe déjà mieux. Bornes publiques problématiques. Entre celles qui sont hors service, celles qui rechargent à vitesse d'escargot, celles qui rejettent votre carte, celles qui demandent d'installer une énième application, le processus peut vite devenir frustrant. Opacité des tarifs de recharge. La multiplication des fournisseurs et des types d'abonnements, c'est qu'on ne sait jamais vraiment exactement combien on va payer notre recharge. C'est un vrai casse-tête à tel point qu'une intervention gouvernementale pour clarifier tout ça ne serait pas de refus. Augmentation du coût de l'électricité domestique, avec plus 10% ces derniers 12 mois et des incertitudes sur les évolutions à venir. Anticipation de nouvelles taxes. Avec la disparition progressive de 40 milliards d'euros de recettes fiscales liées aux combustibles fossiles, le gouvernement français va devoir compenser. Il y a un précédent avec le diesel. Après le protocole de Kyoto en 1997, une taxation réduite sur le diesel a favorisé son adoption pour réduire le CO2. Une fois majoritaire dans les années 2000, la taxation du diesel a ensuite augmenté pour finalement dépasser celle de l'essence. Ça soulève une question. Les autorités vont-elles attendre que les VE soient largement diffusés pour ensuite les taxer ? Coût initial élevé. Toujours plus cher que le véhicule thermique, même avec les aides publiques. Dégradation des batteries. Alors elle est moins dramatique qu'on pourrait le craindre grâce à une gestion électronique avancée qui les protège efficacement. En réalité, l'autonomie des batteries se dégrade pas plus que la puissance d'un moteur thermique, c'est-à-dire à peu près 10% sur 200 000 km. Dépréciation rapide. Alors pour le moment, une voiture électrique perd en moyenne 50% de sa valeur sur 3 ans, contre plutôt 30% pour une thermique, sans doute à cause de craintes largement irrationnelles sur la durée des coûteuses batteries. Coût de réparation élevé. Bien qu'ayant moins de composants, les voitures électriques coûtent 30% plus cher en moyenne à réparer à cause de leur système électrique à haute tension qui nécessite des formations, des procédures et des outillages spécifiques pour être gérés en toute sécurité. Réparabilité. Vu la fragilité et le coût des batteries, un choc même mineur peut rendre une voiture électrique économiquement irréparable. Et c'est pas ultra écologique de changer de voiture à chaque fois qu'on a le moindre accrochage. Enfin, ici, on n'est pas chez UFC Que Choisir, on est chez les BMistes, chaîne où on partage la passion de conduire. Et je suis désolé, mais les moteurs électriques, malgré leurs étonnantes performances, sont dénués de personnalité. Aujourd'hui, la forte puissance s'est démocratisée, elle fait plus rêver. Et dans un contexte routier toujours plus chargé et répressif, quel intérêt ? Non, ce qu'un passionné recherche aujourd'hui, c'est avant tout une auto communicative, qui, à allure à peu près normale, sait lui distiller des sensations, du feeling, de l'engagement. Le problème, c'est qu'à allure normale, tous les moteurs électriques se ressemblent. Tenez, à plus d'1 million d'euros, une hypercar électrique comme une Rimac Nevera ou une Lotus Evija va proposer, en roulant doucement, une expérience moteur finalement similaire à celle d'une Renault Zoé. Alors que conduire, même doucement, une Lamborghini Countach des années 80, c'est être à chaque instant totalement enveloppé et saturé par l'expérience sensorielle du V12 conçu par Bizzarini.
Ça compte pas pour vous, ça? Et ne me parlez pas des tentatives pour simuler des sensations thermiques dans une électrique comme la Hyundai Ioniq N. D'un point de vue ingénierie, c'est un tour de force. Mais peu importe. Une voiture aussi inauthentique, qui ne s'assume pas au point de faire semblant d'être ce qu'elle n'est pas, c'est une abomination. Au final, les hypercars électriques peinent à trouver leur public, désormais éclipsés par des hypercars hybrides qui allient puissance électrique à un cœur de combustion, comme la Bugatti Tourbillon, qui ajoute des moteurs électriques autour de son cœur émouvant, un V16 atmosphérique de 8 litres 3 de cylindrée qui prend 9000 tours dans une orgie sonore incomparable. Mettez un like si vous aussi vous êtes sensible au caractère d'une mécanique et au passage, si vous appréciez mes analyses, pensez à vous abonner parce que j'inclus dans chacune des vidéos des éléments que vous ne trouverez nulle part ailleurs. Alors comment interpréter tout ça? La voiture électrique est idéale pour ceux qui voient la voiture comme un moyen de transport, qui ont des trajets quotidiens courts et qui peuvent recharger chez eux ou au travail. Pour les autres, les inconvénients énumérés sont autant de raisons de réfléchir à deux fois avant d'opter pour un VE. Ces obstacles sont largement dus aux batteries lithium-ion actuelles, comme celles utilisées dans nos smartphones. Elles sont peu denses en énergie, lourdes, coûteuses, polluantes, prennent du temps à recharger et sont difficiles à recycler. Une percée technologique est espérée, mais se fait attendre. Globalement, les inconvénients que j'ai listés sont symptomatiques de ce qui s'appelle un effet des réseaux. Ce sont les facteurs qui empêchent de passer d'une solution actuelle vers une nouvelle potentiellement meilleure. Prenons un exemple hors automobile. Imaginez que vous créez un site d'annonce qui soit meilleur que Le Bon Coin ou une messagerie instantanée meilleure que WhatsApp. Bien que techniquement supérieure, votre innovation aura bien du mal à s'imposer face aux géants en place. Car un nouvel utilisateur veut aller là où il y a déjà d'autres utilisateurs. Et c'est ça l'effet de réseau. De même, le VE peine à se positionner face à plus d'un siècle de domination de la voiture thermique. Face à cette hégémonie historique, les seules aspirations idéologiques de respirer un air plus pur et de contribuer à un climat plus stable risquent de ne pas suffire. Car au-delà de leurs idéologies, les êtres humains sont avant tout guidés par les incitations, avec en plus un biais vers le court terme. Comme le dit Charlie Munger, associé à l'investisseur milliardaire Warren Buffett, « Montrez-moi les incitations et je vous montrerai l'issue finale ». Donc les incitations peuvent aider les VE à trouver leur place malgré ces effets de réseau, mais on va voir dans un instant que la carotte et le bâton peut s'avérer contre-productif. Quand je suis face à un sujet complexe que je ne maîtrise pas, je m'en remets à des groupes d'experts. À ce titre, les rapports du GIEC nous rappellent régulièrement l'urgence de décarboner nos modes de vie pour préserver nos écosystèmes et l'équilibre climatique. Cette urgence se traduit dans des initiatives gouvernementales ambitieuses visant à encourager le passage vers les véhicules électriques. L'Union européenne, par exemple, vise la neutralité carbone dès 2050 avec un arrêt programmé pour 2035 des ventes de véhicules neufs émettant des polluants lors de leur fonctionnement. On aurait pu assimiler ça à l'interdiction de vendre au-delà de 2035 des voitures thermiques, mais en fait l'UE vient d'autoriser la vente de voitures thermiques au-delà de 2035 à partir du moment où elles utilisent un carburant de synthèse. Considéré neutre car fabriqué à partir de CO2 puisé dans l'atmosphère et d'énergie verte provenant d'éoliennes. Ça veut dire que le CO2 émis par le pot d'échappement de ces voitures thermiques serait le même CO2 qui a été puisé dans l'atmosphère pour créer le carburant synthétique, d'où des émissions nettes nulles. Alors, sur le plan moléculaire, ce carburant synthétique est identique au carburant traditionnel issu du pétrole. Ça veut dire qu'on peut l'utiliser dans n'importe quel moteur, y compris les plus anciens, sans aucun additif et sans modification au moteur. Solution miracle permettant d'écologiser le parc automobile actuel?
J'aurais aimé, ouais. Mais ce nouveau carburant coûte actuellement 10 fois plus cher que du carburant traditionnel, le limitant à des utilisations marginales comme la compétition automobile. Et à long terme, il ne semble pas viable économiquement de produire ce carburant-là à grande échelle. En parallèle, des questions éthiques se posent, parce que utiliser un carburant qui extrait son carbone de l'atmosphère, ça revient un peu à jeter des déchets par terre, en se justifiant que ces déchets-là ont été préalablement collectés au sol. C'est ok de faire ça ? En Norvège, grâce à un système d'incitation efficace, 82% des voitures neuves vendues l'année dernière étaient électriques. Ouais, vraiment. En France, le système d'aide est un peu une usine à gaz, incluant des primes à la conversion, des aides locales, des prêts à taux zéro, des bonus écologiques, des exonérations fiscales, des crédits d'impôt et plus encore. Pour plus de détails, une simulation est disponible sur le site jechangemavoiture.gouv.fr. Parallèlement, une densification massive du réseau de recharge est en cours avec comme objectif 2030 d'avoir des bornes de recharge tous les 60 km sur les principaux axes et tous les 100 km sur les axes secondaires. Côté constructeur, les incitations commencent avec le café. Depuis 2021, la norme CAFE, Corporate Average Fuel Economy, impose aux constructeurs européens une limite à la moyenne des émissions de l'ensemble de leur parc automobile vendu, avec de lourdes amendes en cas de dépassement. Face à ces seuils d'émissions qui vont devenir encore plus stricts en 2025 et en 2030, les constructeurs créent des alliances et adaptent leur catalogue vers des véhicules moins émetteurs. Pourtant, tout ne se passe pas vraiment comme prévu. L'année 2024 s'annonce difficile, avec des réductions de commandes jusqu'à 50% chez des géants comme Volkswagen. De tels chiffres décevants entraînent scepticisme envers le VE et rétropédalage de la part de constructeurs qui revoient leur stratégie. Certains reportent leurs objectifs d'électrisation, d'autres gèlent leurs investissements, ferment des usines ou licencient une partie de leurs équipes. Les analystes citent plusieurs causes à cette situation. Le coût élevé des VE, l'augmentation des taux d'intérêt et la stabilisation des prix des carburants qui contrastent avec une explosion des tarifs d'électricité. Dans ce contexte, les early adopters, c'est-à-dire les écologistes convaincus, les friands de nouvelles technologies ou ceux qui veulent s'afficher dans une voiture à l'image vertueuse, ont été servis. Mais le marché de masse hésite encore. Le problème, c'est qu'on essaie de forcer cette transition sur un public souvent inquiet ou réticent, un public habitué à, et a priori satisfait par, leurs véhicules thermiques. La preuve, le récent retrait des subventions en Allemagne a vu la demande s'effondrer et une situation similaire pourrait se produire ici en France. Les VE semblent donc encore largement dépendre de subventions étatiques. Mais comme l'a souligné récemment le ministre allemand des Transports, il n'est pas viable de créer un marché durable uniquement sur la base de subventions. Il est crucial que le marché automobile fonctionne de manière autonome. Bonne chance. Pour le moment, sans l'intraveineuse des subventions pour les maintenir, les ventes de VE ne survivent pas. Donc la question demeure. Les gouvernements peuvent-ils imposer un marché d'en haut, sans égard pour la volonté des consommateurs ? Récemment, Oliver Zipse, PDG de BMW, a critiqué la transition forcée vers l'électrique, estimant que on ne tient pas compte du fait qu'il s'agit de la décision libre de millions de clients. Sa position fait écho à celle de Luca De Meo, PDG de Renault et président de l'association de constructeurs ACEA, qui a demandé davantage de flexibilité et de soutien de la part des institutions européennes. Bien que ces incitations puissent être nécessaires pour vaincre le verrou initial, on voit ici leurs limites. Vous savez cette résistance viscérale et instinctive qui vient quand vous sentez qu'on essaie de vous vendre quelque chose ? En psychologie, on appelle ça la réactance. C'est la propension qu'a un individu face à une contrainte de vouloir réaffirmer sa liberté de choisir et d'agir. Aussi, certains patrons de marques électriques comme Mate Rimac argumentent que les véhicules électriques doivent attirer par leur mérite et non pas par des subventions. Elon Musk, le fantasque patron de Tesla, l'a bien compris. Plutôt que compter sur la vertu des gens pour acheter ces véhicules électriques, il mise pragmatiquement sur leur intérêt personnel en leur proposant des véhicules qui peuvent leur donner envie. Parmi ces innovations surprenantes, on a le minimalisme extrême de l'habitacle, avec toutes les fonctions regroupées sur une vaste tablette centrale. Le mode Insane ou taré qui débloque la pleine puissance des moteurs électriques. Les portes Falcon qui donnent à son SUV des allures de concept car. Le volant carré qui équipe certains de ses modèles. Apparemment Musk n'a pas entendu qu'il ne fallait pas réinventer la roue. Sans parler de son Cybertruck, une audace de 3 tonnes en inox blindé semblant tout droit sorti du monde post-apocalyptique de Mad Max.
On ne retrouve hélas pas cette audace chez tous les constructeurs qui, voulant éviter d'offusquer, proposent trop souvent des modèles banals et ennuyeux. Dans ce cas, charge aux constructeurs de créer des véhicules électriques qui captivent vraiment le public plutôt que juste répondre à des réglementations. Actuellement, on a tendance à comparer et confronter les véhicules électriques et thermiques comme s'il fallait trouver un gagnant. Il faut absolument sortir de ce paradigme binaire. Les goûts, les préférences et les besoins varient énormément. Certains veulent un simple moyen de transport pratique, d'autres cherchent une expérience de conduite engageante, et d'autres encore veulent les deux. J'ai la chance de posséder plusieurs BM sportives avec lesquelles vous pouvez suivre mes aventures sur Instagram, et pourtant j'explore la possibilité d'installer dans mon parking une borne de recharge en vue d'acquérir une BMW i3 électrique pour mes déplacements urbains en journée. La voiture électrique n'est donc pas obsolète, elle représente pour beaucoup d'entre nous la meilleure option de transport individuel. Les incitations et aides actuelles sont là pour aider à dépasser plus d'un siècle de domination thermique, mais à terme, le VE s'imposera au mérite, répondons mieux aux besoins de la majorité. Et le moment venu, ces utilisateurs accepteront probablement des taxes associées, tout comme ils acceptent actuellement des taxes sur leur carburant. Alors quel avenir pour les VE ? Les gouvernements vont devoir apprendre que contraindre les constructeurs à vendre des produits qui ne correspondent pas aux attentes du consommateur, c'est voué à l'échec. Parce que les automobilistes vont alors garder le plus longtemps possible leur voiture thermique, comme le montre l'actuelle hausse des prix des voitures d'occasion. À court terme, on va voir se développer davantage de véhicules hybrides, sorte de pont entre les deux mondes. À plus long terme, il est difficile de prédire quand des VE purs vont devenir la norme. Mais je pense que 1. Ce jour arrivera beaucoup plus tard qu'initialement imaginé, et 2. Ce jour arrivera inéluctablement. Et quand ce jour viendra, les voitures thermiques continueront d'exister, appréciées par une minorité de passionnés, tout comme l'équitation continue aujourd'hui, plus de 100 ans après la transition de la calèche vers l'automobile. Maintenant, avez-vous remarqué à quel point les voitures modernes, qu'elles soient électriques ou thermiques, ont grossi ? Découvrez pourquoi dans ma vidéo sur l'épidémie d'obésité automobile dans laquelle j'explore les causes et les conséquences inquiétantes de cette tendance lourde. Vous ne verrez plus jamais les voitures de la même façon.